Donc on nous a demandé de vous parler de conservation de la biodiversité en 2 fois 300 secondes. Donc c'est 5 minutes pour moi, 5 minutes pour Pierre. Donc en quoi l'économie peut-elle être intéressante comme science pour parler de conservation de la biodiversité? Plusieurs raisons. Tout d'abord pour définir ce qu'il faut conserver, quel type de biodiversité conserver, et quelles sont les politiques publiques à mettre en œuvre pour cela. Aussi pour décrire les arbitrages entre enjeux économiques et enjeux de conservation, et également pour décider comment allouer des ressources rares à la conservation. Nous avons décidé de prendre un fil directeur dans cette présentation, qui est celui de la modélisation économique écologique, c'est-à-dire d'une représentation mathématique des dynamiques écologiques et des dynamiques économiques et de leurs interactions. Ce type de modèle peut avoir des finalités descriptives, comme ça va être le cas pour la théorie de la viabilité, ou prescriptives, comme ça va être le cas pour les approches d'optimisation. Je vais donc vous présenter des choses liées à la viabilité et Pierre vous présentera des choses liées à l'optimisation. Dans les deux cas, on peut avoir une approche qui est basée sur un décideur unique, un peu une approche centralisée, ou alors observer ce qui se passe lorsque de nombreux décideurs interagissent donc, dans un système décentralisé. Donc, qu'est-ce que la théorie de la viabilité? C'est une approche hétérodoxe, disons-le, une approche multicritère dans laquelle on va chercher non pas à maximiser un critère d'optimisation, mais à satisfaire de manière conjointe plusieurs enjeux, et cela au cours du temps. Donc c'est multicritère dans le sens où chaque enjeu de gestion économique ou écologique va être représenté par un indicateur et une contrainte dans sa dimension, donc avec sa propre métrique, et il n'y a pas de commensurabilité entre les différents enjeux. Et on va chercher à contrôler le système pour satisfaire l'ensemble des contraintes au cours du temps, donc de manière durable. Il n'y a pas de priorité entre les périodes temporelles. Cette approche permet de définir un ensemble de trajectoires viables et elle permet également, je vais l'illustrer dans les exemples, de décrire les arbitrages nécessaires entre enjeux conflictuels, par exemple entre enjeux de conservation et enjeux économiques. Cela peut avoir un intérêt pour éclairer les analyses coût-efficacité, c'est-à-dire comment satisfaire des enjeux de conservation à moindre coût, le coût pouvant être du coup non monétaire et multidimensionnel. Je vais illustrer cette approche à l'aide de 3 exemples, 2 tirés de l'économie des pêches et 1 tiré de l'économie agricole. Le choix des exemples sur l'économie des pêches tient au fait qu'ils ont fait l'objet de vulgarisation via les 4 pages d'Inra Sciences Sociales en français, donc ça vous permettrait d'avoir un aperçu assez accessible de ces travaux. Donc, dans l'approche de viabilité, l'idée est de déterminer quand est-ce qu'on est capable de satisfaire un ensemble de contraintes au cours du temps, ces contraintes représentant les objectifs de gestion de votre système dynamique, qui peuvent être économiques, sociaux ou environnementaux. Donc, par exemple, dans une pêcherie où on voudrait satisfaire une contrainte de profit, une contrainte de taille de la pêcherie pour des raisons sociales et une contrainte de préservation du stock de poissons, la théorie de la viabilité va viser à déterminer les conditions pour que vous soyez capable de satisfaire ces contraintes au cours du temps, c'est-à-dire, premièrement, l'ensemble des états du système dans lequel vous devez rester si vous voulez être capable de satisfaire les contraintes au temps présent, mais aussi être capable de les satisfaire dans le futur, ce qu'on appelle le noyau de viabilité. Donc, ça sera la zone blanche sur la figure 1. Si vous sortez de cette zone blanche, vous ne serez pas capable de satisfaire vos contraintes au cours du temps, et vous allez violer l'une ou l'autre des contraintes dans un temps fini. La théorie de la viabilité permet également de vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour rester dans ce noyau de viabilité, quels sont les contrôles que vous devez appliquer, et elle permet aussi d'éclairer ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes en dehors du noyau de viabilité, c'est-à-dire comment minimiser le temps de crise et le nombre de périodes où vous allez ne pas respecter les contraintes de viabilité. Une autre perspective qui est un peu symétrique consiste à examiner pour un état de départ donné, c'est-à-dire l'état du monde en 2021, disons, quels sont les objectifs que vous seriez capable de satisfaire au cours du temps. Donc, en gros, dans quel ensemble d'objectifs vous devez sélectionner vos enjeux. Donc, c'est possible dans un cadre déterministe ou stochastique. Et donc, on va avoir, dans ce cas-là, une description des arbitrages entre enjeux. Donc, sur le schéma de gauche, vous voyez que plus vous avez des enjeux forts, donc quand vous vous situez en bas de la figure, plus vous avez une probabilité de les atteindre faible. Et donc, vous pouvez choisir, présenter ça au décideur et l'aider à choisir les objectifs de durabilité. Donc, vous avez une coupe pour l'ensemble des objectifs atteignables avec une probabilité supérieure à 90% sur la figure de droite. Donc, ça permet de décrire les conflits entre enjeux. Enfin,
pour parler de conservation de la biodiversité dans les paysages agricoles. On peut aussi examiner comment un décideur peut influencer des agriculteurs qui vont, eux, générer, de par leur choix d'usage des sols, des paysages dynamiques qui vont avoir un effet sur la viabilité d'une population, dans cet exemple-là d'oiseaux, et voir comment des politiques publiques, une taxe ou une subvention aux prairies, par exemple, vont influencer la probabilité de viabilité de l'espèce dans le paysage. Donc j'enchaîne avec les approches d'optimisation qui visent à l'analyse et à la prescription de stratégies optimales de conservation. Donc comme vous le savez, il y a de multiples causes à l'érosion de la biodiversité, les deux principales étant l'érosion des paysages et l'apparition d'espèces invasives. Et à cette multiplicité en fait, de problèmes, on trouve une multiplicité de leviers et donc de multiples approches d'optimisation qui vont chercher, par exemple, l'agencement optimal des paysages, l'allocation optimale des efforts de préservation d'espèces, donc quelles espèces préserver en priorité ou les préserver comment, ou quelles espèces nuisibles combattre en priorité ou comment, quand, quelles espèces invasives gérer. Donc on a plusieurs verrous en termes de modélisation pour aborder ce genre de problème, notamment une interrelation entre espèces. Donc on a besoin de modéliser des relations trophiques entre espèces. On a besoin de modéliser des dynamiques spatio-temporelles qui intègrent en fait des propagations d'espèces dans l'espace. Et puis, parce que les paysages sont souvent des propriétés privées, on est souvent dans des problèmes qui impliquent des jeux avec des interconnexions entre plusieurs acteurs, plusieurs décideurs, et donc des problèmes de coordination. Donc moi, je vais vous présenter deux applications. La première application, c'est une application centralisée dans laquelle on va gérer spatialement une espèce invasive. Et puis, j'aborderai rapidement le problème de la décision décentralisée, dans lequel on a plusieurs décideurs. Donc tout d'abord, l'optimum de gestion dans une perspective d'un décideur unique. Alors ici, on a un décideur en fait, qui a un budget limité pour contrôler une invasion biologique. Alors, l'image à droite, c'est le parc de la Brière. Donc, on a un parc naturel qui est géré par un unique gestionnaire qui doit décider où contrôler l'invasion, quand et comment. Donc, il a une enveloppe annuelle. Et puis, il va devoir décider comment agir. Est-ce qu'il doit agir dans le sud, au centre, à l'est, à l'ouest du marais? C'est un marais, le parc naturel. Pour résoudre ce problème, on va avoir trois grandes composantes. Une composante de bénéfices, avec des bénéfices qui varient spatialement. Une composante de coûts, avec des coûts qui varient spatialement. Et puis une dynamique d'invasion. Donc on va devoir tenir compte de l'évolution de l'invasion dans l'espace. Donc on se retrouve avec un problème d'optimisation dans lequel en fait, on va maximiser des bénéfices sous contrainte de coûts et de propagation. Et ça va nous permettre d'avoir un critère de choix qui va aider le décideur. En fait, ici, là, notre critère de choix spatialisé nous amène à, on peut le voir avec ce graphique en bas à droite, à un contrôle de l'invasion en fait, dans la zone sud. Alors parce que la zone sud est plus valorisée, parce que la biodiversité y est plus présente, et puis parce que la zone sud en fait, est une zone de propagation. Deuxième exemple, celui-ci avec plusieurs décideurs en interaction. Donc là, on a une application en fait, qui va exploiter les mêmes composantes, donc des bénéfices, des coûts, et puis une dynamique de propagation. Mais on a plusieurs agents, en fait, parce qu'on a des propriétés privées. Donc le cas d'étude ici, c'est celui de deux exploitations arboricoles. Et on a un pathogène qui se développe, c'est le problème de la charca. Et on va chercher à voir comment faire en sorte d'aider ces gestionnaires, en fait, ces agriculteurs, à combattre efficacement l'épidémie. Alors, en fait, plutôt que d'avoir un décideur unique, on a deux décideurs. Je prends un cas à 2 joueurs ici, c'est plus simple. C'est pour ça qu'au centre, vous voyez un arbre de jeu. 2 joueurs qui vont décider sur 2 périodes de comment agir. Et en fait, l'enjeu de la recherche, ça va être de comprendre pourquoi une action décentralisée peut être inefficace. Donc en fait, on va chercher dans la recherche à définir toutes les raisons de l'inefficacité et à trouver les moyens d'y répondre.
Pour conclure, la modélisation écologique économique est relativement utile pour aider à la construction ex-ante de politiques de conservation. Sa vocation principale est d'être interdisciplinaire. En fait, la modélisation est un langage commun en fait, entre économie et écologie et nous permet en fait, de mettre en œuvre des outils économiques de conservation qui tiennent compte des rétroactions entre composantes économiques et écologiques. Alors évidemment, ces approches, ce sont que certaines approches qui sont développées au département. Il y en a d'autres qui sont complémentaires et qui nourrissent ces approches écologiques et économiques, notamment des approches sur les indicateurs de diversité, des approches d'évaluation économique, et puis des approches d'évaluation ex post avec des analyses d'impact. Je vous remercie.